Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue, je suis Laure Barthélémy, membre active d'Aledas et fondatrice du site aledas.com. Et avant de commencer, je vais vous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est Aledas. C'est un groupe de travail de l'association des parents du lycée français de Barcelone, de l'APE. Nous sommes une équipe de 20 personnes bénévoles et on est impliqués sur 3 axes de travail. Un site web collaboratif, des projets pilotes en binôme avec le lycée et des cycles de formation et de conférences comme ce colloque. Aledas part d'un principe très simple, c'est identifier, mettre en lumière et partager toutes les belles expériences, tous les beaux projets concernant les élèves à besoins éducatifs particuliers. Rapidement, Aledas s'est rendu compte que des situations locales répondaient aussi à un besoin commun à beaucoup d'associations de parents d'élèves dans les lycées français à l'étranger. Un réseau, une philosophie, un mouvement, Aledas, c'est appelez-le comme vous voulez. Ça a grandi avec une vitesse d'adhésion incroyable et indépendamment de notre volonté. Il a une particularité, c'est qu'il est porté par tous et qu'en même temps, chacun peut le faire sien. Je laisse maintenant la parole à Sabine Van Cailly, coordinatrice d'Aledas. Bonjour. Nous remercions la direction du lycée français de Barcelone qui a adhéré à notre projet de colloque, tout particulièrement notre proviseur Dominique Dutel, pour son soutien, notre directeur élémentaire Jean-Christophe Maignan, pour avoir cru en nous dès le début, notre proviseur adjointe Émilie Vermersch, pour son travail et son énergie positive permanente. Nous remercions aussi toute l'équipe Aledas et l'association de parents d'élèves du lycée français de Barcelone, grâce à qui on est tous ici, et aussi tous nos partenaires dans cette aventure du colloque. Sans leur investissement à tous, ce colloque n'aurait pu avoir lieu. Nous avons préparé conjointement cet événement avec plaisir. Merci aussi à tous les participants, dont certains d'entre vous sont venus de très loin. Sydney, Singapour, Abidjan, voilà. Plus quasiment tous les pays d'Europe. Nous tenons à vous rappeler 2 points. Ça, c'est un peu les règles du colloque. Voilà. Pourquoi nous sommes là? Grâce à une attitude empathique et bienveillante, nous pourrons identifier des idées, des pratiques à reproduire dans nos lycées respectifs, qu'on soit association de parents d'élèves ou corps enseignant. Pourquoi nous ne sommes pas là aujourd'hui? Pour parler de nos histoires personnelles, ni pour se plaindre, ni se confronter entre parents, thérapeutes ou écoles. Nous désirons tous une école bienveillante et inclusive pour nos enfants, nos élèves et nos professeurs. Je passe la parole à M. Dutel, proviseur du lycée français de Barcelone. Merci. Voilà. Merci beaucoup Sabine. Alors, ce colloque, il s'intitule « Premier colloque ». Alors, je sais qu'il y a plein de gens ici qui ont déjà vu des colloques sur l'école inclusive et qui en reviennent d'un et qui vont aller au suivant. Alors, pourquoi c'est « Premier colloque » ? Premier colloque au sens où, à la fois, on a des acteurs locaux qui ont préparé les choses ensemble, c'est-à-dire qu'on a parmi nous des parents, souvent touchés personnellement par cette question de l'école inclusive. On a des professeurs, une équipe administrative qui cherche au quotidien des solutions et qui a une limite, c'est qu'on a besoin aussi d'un apport scientifique qui nous permette une certaine hauteur de vue. Et c'est tout le sens de ce colloque d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut avoir une équipe locale qui fait du mieux qu'elle peut, avec une complexité du quotidien. On a besoin aujourd'hui de changer d'échelle, que vous nous aidiez, vous les chercheurs, vous les responsables administratifs, à améliorer nos solutions, à trouver des solutions nouvelles pour aller plus loin. Et surtout, à ce que ce soit reproductible. C'est-à-dire que le travail qui se fait ici, il peut et il doit se faire dans d'autres écoles, du réseau de l'AEFE, du réseau de la MLF, des réseaux français, voire mener des discussions avec nos partenaires catalans sur ce qu'on peut faire et ce qu'eux font, qui n'est pas rien non plus. Et pour ça, pour nous, ces 2 journées sont des étapes essentielles. Donc merci à vous d'y participer parce que vous allez, dans un premier temps, avec les tables rondes,
avoir cet apport scientifique et dans un deuxième temps, avec les ateliers, avoir ce dialogue au quotidien, rencontrer vraiment des acteurs qui essaient de faire du mieux. Et honnêtement, c'est pas facile. Il y a une évolution fondamentale de l'école à mettre en place. On est en train d'essayer de le faire. Voilà, merci de nous aider, merci de venir des fois de très loin pour ça. Et je suis persuadé, pour moi, c'est une étape. C'est aujourd'hui à Barcelone, ce sera demain ailleurs. Et je crois que c'est comme ça, avec cette confrontation du local, de la recherche, des responsabilités administratives, que nous pourrons ensemble construire une école dans laquelle chaque élève sera bien et dans laquelle, je crois, nous aurons enfin une ambiance scolaire qui fera que les parents et les professeurs, et je leur remercie d'être là, d'être impliqués, pourront être ensemble au service de nos élèves. Merci à vous et bon colloque. Je passe la parole au sénateur Jean-Yves Lecomte, le parrain d'Aledas, et grâce à qui, grâce à l'aide initiale, eh bien, ce mouvement a pu avoir lieu. Merci à vous, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le proviseur. Merci d'abord à Laure Barthélémy et à Sabine Vancaille pour avoir porté ce projet depuis longtemps. Et merci aussi parce que, parrain, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais en tout cas, je sais que c'est à leur suggestion, à la suggestion du conseiller consulaire Renaud Lebert, qu'effectivement, j'ai pu, lorsque ça existait, accompagner un peu avec la réserve parlementaire le début de cette initiative. Parce que ça me semblait effectivement très important. Ça me semblait important parce qu'en tant que sénateur des Français de l'étranger, je me déplace dans beaucoup d'établissements dans le monde, puisque la question de l'enseignement français à l'étranger, ça fait partie des sujets majeurs de politique publique française qui préoccupent les sénatrices et sénateurs représentant les Français établis hors de France. Et souvent, on rencontrait des parents, des enseignants un peu démunis sur certaines difficultés pour faire en sorte que l'école soit plus inclusive pour toutes les différences. Et donc, avec éventuellement des facteurs de tension et des choses qui étaient plus sensibles encore à l'étranger, pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas l'accompagnement qu'on peut avoir en France sur ces questions, et deuxièmement, même si on pourrait aussi beaucoup en parler, et aussi compte tenu des conséquences finalement du bilinguisme ou du multilinguisme qui sont portées dès le plus jeune âge dans nos écoles. Et donc, ça me semblait important, puisque cette initiative venait d'ici, et que le besoin s'exprimait dans beaucoup d'endroits, avec parfois beaucoup d'angoisse, de faire en sorte que voilà, ça puisse se faire. Et alors, j'imaginais pas qu'à un moment, ça allait devenir une référence pour l'ensemble du réseau, donc bravo. Et bravo pour aujourd'hui faire cette réunion qui regroupe effectivement des membres de la commission, à la fois des scientifiques et des membres de la communauté éducative de plusieurs établissements français à l'étranger. Les écoles françaises à l'étranger, elles savent faire de la différence culturelle un plus pour les élèves. Ce serait bien qu'on arrive à faire ça en France. Mais voilà, d'autres différences, il faut aussi arriver à en faire des plus. Et c'est l'objectif, je crois, de ce colloque. Et donc, en tout cas, bon travail à tous. Je crois que ce sera utile d'échanger les expériences entre parents, enseignants et scientifiques sur ce sujet, et de faire en sorte que chacun après, dans son établissement scolaire, se sente plus fort, à la fois par l'expérience, par les échanges et par le réseau qui est en train de se créer à l'initiative de Barcelone. Donc vraiment, merci à tous ceux qui ont pu porter cette initiative, et bravo pour la réalisation d'aujourd'hui. Et merci à vous, monsieur le proviseur, d'avoir permis, parce que je sais aussi, j'ai vu quelquefois des facteurs de tension sur ces sujets entre les parents qui demandaient des choses et puis des administrations d'établissements scolaires qui disaient non, les règles, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, on n'est pas en France. Bon, merci d'avoir porté ça. Je crois qu'on a besoin de trouver le moyen d'être plus audacieux à l'étranger sur ces questions, et j'espère que voilà, les voies seront tracées aujourd'hui. Donc merci et bon travail à tous. Voilà, donc Guylaine Hénaud, notre conseillère culturelle adjointe en charge des affaires scolaires, va introduire maintenant, pour l'Espagne, va donc introduire maintenant le thème de la première table ronde. Merci Guylaine.
Voilà, alors il m'appartient d'ouvrir, enfin, ou de terminer ces discours d'ouverture. Donc, monsieur le consul général, monsieur le sénateur, messieurs les inspecteurs, monsieur le proviseur, mesdames les représentantes de la LEDAS, mesdames et messieurs, j'oublie certainement plein de monde. En tout cas, moi, je suis ravie d'être non seulement à Barcelone aujourd'hui, ça c'est quand même... je crois aussi un petit point qui nous rassemble, mais aussi ravie d'être présente à ce premier colloque, on peut dire. Alors, on ne va pas l'appeler européen, puisqu'il est international, en tout cas au sein d'un lycée français à l'étranger. Et c'est une initiative heureuse et opportune, je le dis pour la LEDAS, à l'heure de l'école de la confiance. Et ça montre aussi tout l'engagement à la fois des parents d'élèves et des équipes des lycées sur cette question de l'école inclusive. Alors, tous ces partenaires qui se sont investis dans l'organisation et la tenue d'un colloque, et je sais aussi, pour en avoir organisé ou avoir organisé des séminaires, que c'est un lourd travail. Je connais une petite dame dans le coin là qui dit que ça ira mieux demain à 15h30, mais je crois qu'on a tous envie d'être là et de partager. En tout cas, la date est bien choisie. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, elle est bien choisie parce qu'elle est quasiment jour pour jour, pas tout à fait, un mois après la conférence internationale qui avait eu lieu à Paris avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, entre autres, sur cette même problématique. Donc, on est vraiment à un moment fort en ce qui concerne l'histoire de l'école, je crois. Alors, il n'y a pas de hasard si ce sujet est au cœur de nos préoccupations, puisque depuis 2005 et la loi pour l'égalité des chances, il y a eu une décennie qui a été celle de la promotion de l'école inclusive. Alors, en soi, c'est pas nouveau, ça fait quand même un bon nombre d'années. Mais il s'est agi de construire une nouvelle culture, et vous l'avez souligné, je crois, monsieur le sénateur et monsieur le proviseur, vous aussi, une nouvelle culture au sein de l'école. Alors, je crois que ça a été une vraie, on pourrait dire presque révolution, et je peux personnellement moi en témoigner parce que j'ai longtemps été professeur, plus de 20 ans, dans un lycée où ça n'était même pas, la question ne se posait pas. J'ai été très peu confrontée à ce problème-là à cette problématique-là plutôt en tant que professeur. Donc, par contre, lorsque je suis devenue inspectrice pédagogique, voilà, c'était effectivement en 2007. Donc, progressivement, on a vu les professeurs, les équipes s'emparer de ce sujet, avec des professeurs qui étaient souvent inquiets au départ, par peur. Ce sont tous d'anciens bons élèves, même quand ils vous disent le contraire, ils ne savent pas trop ce que c'est que la difficulté scolaire. Je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas beaucoup de mauvais élèves qui sont devenus professeurs, en fait, et ils n'ont jamais quitté l'école. N'oubliez jamais ça. Donc, ce sont d'anciens bons élèves et ils veulent être parfaits. Donc, ils se disaient, moi je suis professeur d'histoire-géographie, moi je suis professeur de mathématiques, je ne vais pas savoir faire avec ces élèves à besoins particuliers. Voilà. Donc, j'ai vraiment constaté une évolution, et on est vraiment passé de l'externalisation de la difficulté, quelle qu'elle soit, ça n'allait pas dans la classe, on trouvait un autre dispositif, un autre système hors la classe. Voilà, à un accompagnement de l'élève dans ses apprentissages au sein de la classe. Alors, ce discours, ça peut vous paraître évident, mais je vous assure qu'il a fallu opérer un vrai tournant au sein des écoles, au sein des collèges et au sein des lycées. Et j'ai aussi remarqué que ce tournant, il est fait évidemment par les femmes et les hommes. Remarquez que je vais les femmes en premier. Mais il s'est fait aussi dans l'espace scolaire. C'est-à-dire que... j'ai vu par exemple des SECPA dans des préfabriqués un peu à l'extérieur, et peu à peu ces classes-là ont intégré le collège, les classes Ulysse ont intégré les écoles. Ça a tout changé parce que les gens se sont parlé et se sont parlé entre professionnels. Donc voilà.
Alors aujourd'hui, on est encore à une phase charnière, et ça je suis absolument d'accord avec vous, c'est un nouvel élan qu'il nous faut prendre pour aller encore plus loin. En octobre, donc, lors de cette conférence internationale, le ministre Jean-Michel Blanquer l'a clairement rappelé. En 2020, l'école de la République devra être pleinement inclusive et dès la rentrée prochaine, 2019, la mise en place de plusieurs propositions sera effective. Et cette mise en place, elle se prépare dès à présent et ce colloque en est la preuve. Il n'est pas déconnecté, c'est une initiative de Barcelone, mais c'est vraiment en totale cohérence avec la politique et les orientations de nos ministères. Alors, mais quelle est la plus-value d'un événement comme celui-ci ? C'est dire d'abord combien les lycées français à l'étranger sont aussi le reflet des orientations de la France. Ils ne sont pas isolés et ils prennent en compte les évolutions positives de notre système éducatif. D'ailleurs, ce que l'on peut dire sur d'autres champs pédagogiques, et ça je veux absolument le dire et le répéter, c'est vrai dans le cas de l'école inclusive, ces établissements, ces lycées français à l'étranger, j'espère, monsieur le sénateur, que vous ne me contredirez pas, doivent être à l'avant-garde de ce qui se dessine dans les écoles françaises. Ça peut être aussi des laboratoires vraiment pédagogiques. Voilà, je trouve que c'est très important. Alors, c'est ce qu'a rappelé Christophe Bouchard, qui est directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger, parce que tout ça, ça paraît un peu un jargon, quoi, quand on dit l'accompagnement des élèves à besoins particuliers, mais ça reflète l'intérêt pour l'ensemble des publics qui sont concernés, et le réseau des lycées français est bien engagé dans cette politique. Monsieur Bouchard, je vais le citer parce que je vais citer quelques phrases qui marquent bien cette orientation, c'est l'axe qui est donné. Je le cite, « Les établissements d'enseignement français à l'étranger, en scolarisant des élèves de multiples nationalités et de cultures diverses, doivent être des lieux du respect d'autrui et d'inclusion. Chaque élève doit être considéré avec bienveillance dans sa singularité et recevoir l'attention lui permettant de progresser au sein des structures scolaires. » Alors, M. Bouchard ajoute bien sûr que le contexte est néanmoins spécifique, mais que si les lycées français ici ne disposent pas de tous les dispositifs spécialisés comme en France, le principe d'un service public de l'éducation s'applique dans la mesure des moyens humains, bien sûr, et financiers mis à disposition par l'État et dans la limite des moyens propres à chaque établissement. Alors pour ma part, et presque 3 mois après mon arrivée en Espagne sur cette fonction, j'ai pu observer lors de mes déplacements combien les équipes travaillent auprès du chef d'établissement pour répondre aux besoins de chacun et combien aussi les élèves que j'ai pu interroger, que j'ai pu rencontrer, j'ai vu quand même 12 établissements sur 22 en Espagne, ces élèves intègrent à leur projet la problématique de l'inclusion. Je pense par exemple, je fais exprès de ne pas citer le lycée de Barcelone, je pense aux élèves du lycée de Valence qui, avec un projet qui va de la maternelle à la terminale, ont mené vraiment un projet d'envergure pour lutter contre les discriminations. Et le court-métrage qui a été réalisé par les élèves de terminale en est un bel exemple. Mais j'ai aussi vu vraiment à Bilbao, parce que le jour où, d'ailleurs, nous sommes allés rendre visite avec l'inspecteur de l'éducation nationale en charge du premier degré, ce lycée, lorsque nous sommes allés le visiter, eh bien, il y avait un moment convivial, finalement, où là aussi, il y avait des parrains, et les parrains étaient des anciens élèves, enfin non, pas d'anciens élèves, étaient des élèves qui étaient au lycée depuis fort longtemps, souvent depuis la maternelle, et qui étaient le parrain d'un nouvel arrivé. Parce qu'il y a un risque, finalement, une difficulté, on va dire, d'intégration aussi de ces élèves qui arrivent dans un univers où les jeunes se connaissent des fois depuis la maternelle. Mais ça aussi, c'est lutter contre l'exclusion et c'est travailler à l'intégration. Mais je sais qu'il y a de nombreuses d'autres initiatives similaires sur le réseau. Alors, le ministre Blanquer a lancé une concertation Ensemble pour une école inclusive. Et cette concertation s'appuie sur plusieurs axes. Moi, je retiendrai le premier pour le contexte qui est le nôtre. Il s'agit de simplifier le processus de scolarisation pour les élèves qui nous intéressent aujourd'hui et de rétablir une relation de confiance entre l'école et les familles. Au sein des lycées français à l'étranger, les chefs d'établissement et leurs équipes travaillent à construire
Un parcours scolaire qui respecte les modalités et le rythme d'apprentissage. Et ils devront adapter ce parcours en cohérence avec les textes officiels, mais aussi selon le contexte du pays dans lequel ils se trouvent. L'appui de l'AEFE, l'agence au secours pour l'enseignement du français à l'étranger et la mission laïque française, et aussi la formation des personnels vont permettre à ces établissements de rester ouverts à la diversité de tous les élèves. Pour cela, depuis le juin 2016, l'Observatoire pour les élèves à besoins particuliers, l'OBEP, est chargé d'analyser, d'informer et de faire des propositions. Vous voyez qu'on est sur des choses extrêmement pragmatiques aussi. C'est des actions concrètes que nous attendons. Pour garantir l'accès d'un plus grand nombre aux formes ordinaires de scolarité, sensibiliser, former, impliquer l'ensemble des acteurs de la communauté éducative est indispensable. Et c'est bien ce que vous prouvez aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce colloque, organisé par Aledas en partenariat avec le lycée français de Barcelone, doit nous permettre d'échanger et de travailler sur les pratiques innovantes au service de la réussite des élèves, de tous les élèves. En effet, accueillir, c'est un petit peu l'ancien professeur qui parle là, accueillir des élèves à besoins particuliers est une chance pour l'ensemble de la communauté scolaire. C'est nous amener à trouver d'autres voies, VOIES, et d'autres voies, VOIX, qui résonneront aussi mieux pour tous. C'est prendre en compte la spécificité de chacun. De plus, dans nombre d'établissements, c'est là qu'a réellement commencé la différenciation pédagogique. C'est un terme qui est un peu barbare, qui me tient à cœur, mais quand on dit il faut faire de la différenciation pédagogique en classe, franchement, ça, ce sont des paroles d'inspecteur. Mais comment on fait concrètement ? Eh bien, accueillir des élèves, non seulement d'horizons divers, mais avec des problématiques très parfois complexes, c'est aussi travailler sur l'accompagnement individualisé avec des actions concrètes, opérationnelles. C'est la rencontre de tous ceux qui contribuent à l'éducation d'un élève. C'est une opportunité exceptionnelle de changer soi-même en tant que personne et de professionnel et de faire évoluer ses pratiques. Aussi, je vous souhaite un excellent colloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Hénaud.